Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans Santé et Société. Ce soir, nous allons parler de nos aînés. La région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement concernée par le vieillissement de la population. 28% de la population est âgée de 60 ans. Ou plus. Cette proportion record nationale devrait atteindre les 35% d'ici à 2040, soit 740 000 seniors supplémentaires. Parmi nos aînés, certains deviennent fragiles à plusieurs titres, et c'est justement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités du jour. Docteur Chérifa Onifade, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc élu à l'Union régionale des professionnels de la santé. Et à vos côtés, Marion Bru, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du DAC, voilà, je vais pas me tromper, le dispositif d'appui à la coordination. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de la fragilité chez les personnes âgées, j'aimerais bien qu'on commence par définir un petit peu auprès de nos auditeurs pour qu'ils comprennent, qu'ils aient tous les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que l'URPS et qu'est-ce que le DAC. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'Union régionale des professionnels de la santé. Très bien. Chérifa Onifade Faguemé, je suis gériatre libérale en ville à Bordeaux. Donc, je suis élue URPS, donc l'Union régionale de professionnels de santé, qui est donc une fédération en fait de plusieurs syndicats médicaux dont l'objectif est principalement de contribuer en fait à l'organisation et à l'offre, à l'évolution de l'offre de santé sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va parler un petit peu du DAC à présent, le dispositif d'appui à la coordination. Alors, l'idée, elle est toute simple, c'est vraiment d'avoir une porte d'entrée unique à l'échelle du département de la Gironde avec un numéro de téléphone pour assurer la coordination des parcours de santé, quel que soit l'âge ou quelle que soit la pathologie. Donc, on a 3 missions. Une première mission qui est l'information, l'orientation. Qu'on soit un professionnel ou une personne à domicile, un aidant, on peut appeler le 0809 109 109 pour poser toute question sur les ressources du territoire. Ensuite, on a une mission de coordination des parcours. Donc, l'idée, c'est à partir des besoins de la personne de pouvoir trouver la ressource la plus adéquate sur le territoire et de mettre en lien la personne avec ses ressources. Et puis ensuite, une mission d'animation du territoire. Alors, on va commencer à parler du sujet qui vous amène ce soir dans nos studios. On va parler donc, je l'ai dit en introduction, de la fragilité chez les personnes âgées. Encore faut-il comprendre ce qu'est cette fragilité, ou plutôt ces fragilités. Alors, petite définition, qu'entend-on par fragilité chez les personnes âgées ? Alors, la fragilité est au départ un terme gériatrique, mais qui est beaucoup plus large aujourd'hui parce qu'on sait très bien que la gériatrie, c'est à partir de 75 ans, et aujourd'hui, la fragilité concerne vraiment des personnes à partir de 60 ans. Donc, l'objectif est vraiment de déterminer en fait un début de déclin fonctionnel, donc autour de certains critères qu'on définira, qu'on vous donnera tout à l'heure, afin de prévenir en fait principalement la dépendance. L'objectif, c'est d'éviter d'arriver à une perte d'autonomie et à une dépendance qui devient irréversible et qui coûte cher à la population. Alors, cette fragilité, elle peut être à la fois médicale, mais également sociale. On peut souffrir de fragilité socialement. Qu'est-ce qu'on entend dans ce cas-là par fragilité sociale ? Alors, sur le plan social, la fragilité, c'est principalement par rapport à l'isolement. En fait, principalement, c'est un des premiers critères de fragilité qu'il faut rechercher, en fait, de manière systématique autour de soi. Je vais peut-être passer la parole, du coup, à Madame Bru, qui pourra nous en parler peut-être un peu plus. Oui, alors, de manière très pratico-pratique, on dirait que la fragilité, finalement, c'est techniquement autour des 5 sens, des choses qui ont tendance à s'altérer avec l'âge. La vue, je vois moins bien, j'ai perdu du poids, j'ai des difficultés à me mouvoir, avec tous les risques potentiels derrière cette fragilité, le risque de chute, parce que mes déplacements sont plus difficiles. Donc, c'est tout simplement de constater qu'au fil de l'évolution, il y a des choses pour lesquelles j'ai de plus en plus de mal. Et donc là, on rentre dans une phase de fragilité. Et d'où la nécessité d'être vigilant et de pouvoir s'adresser à son entourage, aux professionnels de santé, pour pouvoir pallier à cette fragilité et éviter le cercle
vertueux. Alors justement, on parlait il y a quelques instants de fragilité sociale, d'isolement. Est-ce que la fragilité médicale peut amener à cette fragilité sociale ? Il y a des critères donc pour déterminer en fait la fragilité. Ça a été défini dans un premier temps en fait par c'est les critères de Fried en fait, donc qui sont 5 critères. Aujourd'hui, on peut quand même rajouter d'autres critères en plus de ces critères. Les critères de Fried sont déterminés principalement par une perte, une sédentarité, c'est-à-dire une réduction en fait de l'activité physique, une diminution de la force musculaire. Une asthénie, une fatigue en fait, en termes plus simples, vraiment la fatigue de la personne, une diminution du poids, donc sur peu de temps environ, c'est défini par une perte de 4,5 kg à peu près en fait sur un an, en tout cas une diminution en fait plutôt ou de l'appétit ou de la perte de poids sur un temps déterminé. Et le 5e critère en fait est principalement autour de la vitesse de la marche. Voilà, en fait, ça, c'est vraiment les 5 critères qui ont été définis par Fried pour définir la fragilité. Et en plus de ces critères, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la vitesse de la marche détermine en fait plus ou moins l'évolution vers des risques de chute et plus tard, effectivement, de perte d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment les critères médicaux. Et sur le plan social, l'isolement dont on parlait tout à l'heure peut être en lien avec ou la sédentarité ou un début éventuellement de on va dire, dépression, même si c'est un diagnostic médical, un début d'entrée éventuellement dans la dépression ou des troubles de la mémoire. Donc, il y a quand même pas mal de phénomènes qui interviennent dans la fragilité sur lesquels on peut être amené à travailler. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est qui fait particulièrement l'objet d'attention, cette fragilité, je pense notamment au DAC, on va revenir sur le DAC. Oui, l'enjeu il est vraiment de pouvoir identifier ces critères de fragilité pour pouvoir s'assurer, et vous faisiez le lien tout à l'heure entre l'isolement social et les critères de fragilité. Et donc finalement, plus je suis isolée, et on sait ô combien il y a plusieurs personnes âgées qui vivent aujourd'hui seules à domicile, c'est la capacité de l'environnement à pouvoir alerter et venir en appui. Et donc tout l'enjeu, il est vraiment d'avoir un étayage professionnel autour, à partir du moment où il y a des critères de fragilité qui sont identifiés, pour pouvoir éviter cette entrée dans la dépendance. Toujours à l'écoute d'RIG, Santé et Société se poursuit. Nous sommes toujours avec nos invités du jour, le docteur Chérifa Onifad, élu à l'Union régionale des professionnels de la santé, et Marion Bru, directrice du dispositif d'appui à la coordination. Alors, dans la première partie, on a évoquer les fragilités que peuvent rencontrer certaines personnes âgées. On a évoqué pas mal de choses. À présent, j'aimerais qu'on définisse un petit peu comment est-ce qu'on peut repérer ces fragilités qu'on a évoquées, à savoir tout ce qu'on a évoqué en première partie, donc les fragilités par rapport à la mobilité, mais par rapport aux difficultés musculaires, tout ça, est-ce qu'on peut le voir en amont ou quand on voit les symptômes, c'est déjà un peu trop tard? On peut... pardon. Pas de souci. Donc, la fragilité peut être vue en premier, en fait, surtout par l'entourage. L'entourage immédiat, principalement. Donc, ça peut être éventuellement les enfants ou parfois même les petits-enfants. Donc, qui peuvent noter justement comme on disait par exemple au niveau de la vitesse de la marche, que oui, mon père marche de moins en moins rapidement. Donc, il y a une réduction. Il y a un renfermement, voilà, je vais y arriver, sur la personne en fait à domicile, a moins envie de sortir. Voilà, ça c'est des choses en fait qui sont remarquées dans un premier temps effectivement par vraiment l'entourage proche. Et en dehors de ça, effectivement, il y a le rôle du médecin aussi, le médecin traitant qui voit le patient régulièrement, ou une fois tous les 3 mois, ou une fois tous les 6 mois, en fonction des maladies chroniques ou pas présentées par la personne. Et voilà, donc médecin, entourage proche, et éventuellement, ça pourrait être aussi
si la personne est un aidant, en fait, d'une personne déjà dépendante. Donc, quand il y a des aides à domicile, les aides à domicile peuvent avoir un œil aussi sur ce repérage de la fragilité. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, je voudrais juste revenir sur une chose. Vous avez dit quand il y a des aides à domicile, ce n'est pas parce qu'on a des aides à domicile qu'on est forcément fragilisé. Alors, quand on a des aides à domicile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Madame Bru, c'est qu'on est déjà dans un état un peu de dépendance, en fait, voilà, pour qu'il y ait des aides. Donc, là-dessus, il y a déjà un état un peu, je ne veux pas dire irréversible, mais presque. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est l'aidant qui pourrait être accompagné pour éviter d'avancer vers cet état en fait de dépendance après. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est quelque chose qui va être progressif et qui n'arrive pas d'un coup. Donc il faut prêter attention à ces premiers signes que vous avez évoqués. C'est bien cela. Madame Bru, tant que je vous ai sous la main, quand je vais vous poser des questions. Quels sont alors là, on vient de voir comment repérer ces fragilités. Quels sont les réflexes à avoir par rapport aux aidants, je pense notamment aux aidants, à avoir quand on s'aperçoit que la personne que l'on aide commence à faire preuve de fragilité? Alors, ce qui est déjà important, vous l'avez très bien dit, c'est cette notion de progression. Donc, ça veut dire que finalement, c'est un état qui évolue et c'est la capacité de l'entourage et de la personne à s'interroger vraiment sur, concrètement, est-ce que j'ai des troubles du sommeil ? On est tous en capacité d'avoir des périodes de fragilité. Oui, et donc de se dire, j'ai une alerte et je ne suis pas pris dans une routine et je suis capable de me dire à un instant T, tiens, finalement, je dors moins bien, j'ai plus d'appétit, j'ai chuté, j'ai moins envie d'eux. Et donc, quand c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir se tourner vers des dispositifs. Donc, on a pléthore de dispositifs. On peut retrouver les CCAS au sein des mairies, qui sont des portes d'entrée, l'ensemble des professionnels de santé, le médecin. Il y a pas mal d'associations aussi. Et donc, naturellement, le dispositif d'appui à la coordination, les services du département. Il ne faut pas du tout hésiter à donner l'alerte. On peut aussi avoir ce sentiment d'isolement, d'entrer dans la solitude, puisque on a la perte du conjoint, on a pas mal de phénomènes qui viennent aussi, le passage en retraite, le fait de plus avoir d'activité, de raison de se lever, et tout ça, ce sont aussi des indicateurs. Donc l'idée, c'est de pas rester seul et de pouvoir être en capacité de donner l'alerte. Alors, est-ce que ce sont les aidants ou les personnes fragilisées qui vont contacter, par exemple, le DAC, ou est-ce que ce sont les services médicaux qui vont vous contacter ? Tout le monde. Voilà. C'est la porte ouverte. Tout le monde peut vous appeler. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire que parfois, la personne va être en capacité de donner elle-même l'alerte. Et parfois, ça va être l'aidant. Parfois, ça va être l'entourage professionnel. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut une vigilance et une co-responsabilité en se disant, tiens, finalement, je repère qu'il y a un besoin qui est non comblé et donc je donne l'alerte. Donc je reviens du côté de l'URPS, de l'Union régionale des professionnels de la santé, puisque là on parlait des aidants. Je demandais donc si effectivement les personnes pouvaient contacter la DAC, mais du coup les médecins ont également un rôle prépondérant dans le repérage de ces fragilités. Justement, ça fait partie des objectifs de l'URPS. Il y a plusieurs groupes de travail en fait à l'URPS, dont la commission parcours de santé. Dans cette commission, il y a une commission personnes âgées qui s'occupe justement actuellement en fait du dépistage en fait de la fragilité d'une manière générale, même si c'est pas forcément spécifique en fait à la personne âgée. Et dans cet objectif justement, il y a plusieurs échelles en fait de dépistage de fragilité qui existent aujourd'hui. Donc on a prévu en fait un webinaire le 13 juin, si je ne me trompe pas, à 13h. Et ça, c'est un webinaire, par contre, qui est destiné, en fait, aux professionnels de santé, principalement aux médecins organisés donc, par l'URPS Médecins. Et donc, pour sensibiliser, justement, nos confrères à dépister plus facilement et plus rapidement, en fait. L'objectif, c'est vraiment de faire, pendant une consultation, un dépistage en 3 minutes rapide et se dire, hop, il y a un problème, il faut que j'aille un peu plus loin, un début. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin. Essayer, donc on a mis du temps à réussir à trouver vraiment des échelles adaptées pour pouvoir sensibiliser nos confrères. Donc, on a travaillé principalement avec
l'équipe de CIRPA qui travaille énormément en ce moment dans la Gironde autour du dépistage de la fragilité de la personne âgée et bien sûr en collaboration avec le dispositif d'appui à la coordination aujourd'hui. Donc on a un webinaire qui sera organisé en fait en commun avec ces équipes pour sensibiliser les médecins. Alors, vous parlez Pardon, vous vouliez peut-être intervenir. Non, l'idée, c'est de dire qu'on a quand même une culture en France du curatif. Et face aux défis démographiques que vous pointiez en introduction, il y a un enjeu majeur qui est celui de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un risque de chute, il faut éviter d'attendre la chute parce qu'on sait ce que ça génère. Donc, c'est vraiment changer de mode et de vision des choses pour être dans une logique de prévention, de prendre du temps sur la consultation, ne pas aller voir le médecin que pour le renouvellement de l'ordonnance ou pour le suivi de la pathologie, mais aussi dans cette dimension préventive. Donc en fait, il faut qu'il y ait une sorte de changement de mentalité, c'est ça, si je comprends bien? Exactement. Alors, je voudrais revenir juste sur une chose. On parlait des professionnels qui doivent être associés. Quels sont les professionnels qui doivent être associés pour prévenir l'installation de ces fragilités? Parce que j'imagine que c'est pas forcément aux urgences qu'on va le voir. Si, on peut le voir aussi aux urgences. Très peu aux urgences. En général, aux urgences, c'est un phénomène aigu qui nécessite une prise en charge adaptée. L'urgentiste, effectivement, n'a pas le temps forcément de visualiser un début de fragilité à côté. Par contre, je pense que tous les professionnels de santé sont aptes, en fait, à dépister la fragilité. C'est ce que disait tout à l'heure, en fait, Madame Bru. Vraiment, tous les professionnels de santé, d'une manière plus large. Ça peut être un kiné, ça peut être... Tout à fait, complètement. Un infirmier, un kiné, le psychologue, autour vraiment de tous les professionnels. Alors, autour de ce dépistage, comment s'articulent les actions ou la coordination entre l'URPS et le DAC? Comment vous travaillez ensemble, en fait? L'idée, c'est vraiment de se dire qu'au-delà du dépistage, il y a un enjeu sur qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on a dépistées. Et donc, finalement, quand on a ces critères de fragilité, vers qui on oriente? Et c'est l'ambition de structurer des parcours de prévention à l'échelle des territoires avec des ressources territoriales et d'identifier, finalement, quand j'ai une perte d'appétit, des troubles du sommeil, des problèmes de mobilité, quelles sont les ressources que je vais pouvoir mobiliser. Et donc, si on est sur un dernier acronyme à apprendre, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui sont aujourd'hui des acteurs phares, qui organisent l'ensemble c'est une organisation territoriale des professionnels de santé. Et l'idée, c'est vraiment de structurer des parcours à partir des fragilités qui ont été détectées. Alors, est-ce que ça peut amener par la suite à travailler avec un autre corps? Je vais encore donner un autre corps, mais par exemple avec des care managers. Alors, bonne question. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière care manager? Alors, les care managers, eh bien, en fait, alors pour en avoir reçu dans Santé et Société, ce sont toutes les personnes qui vont s'occuper de justement tout ce qui va être administratif, qui vont donner un coup de main au niveau administratif ou au niveau du mobilier ou des choix de vie que va pouvoir faire une personne qui est en état de fragilisation. Oula. Je viens vous chercher sur cette définition, c'est pas innocent, puisqu'effectivement, derrière care manager, c'est tout à fait les professionnels qu'on emploie au sein du DAC. C'est la capacité à évaluer les besoins de la personne. C'est pas si bête que ça, finalement. Non. Mais c'est vrai qu'on a des tonnes de dénominations des fonctions, et donc c'est derrière qu'est-ce qu'on va chercher comme compétence. Donc c'est la capacité à pouvoir répondre aux besoins de la personne. Et donc peut-être que la subtilité est sur le fait d'avoir des dispositifs complètement gratuits financés par l'État et des dispositifs plutôt privés où là ça en demande de la part des usagers un financement. Nous sommes toujours avec nos invités du jour. Le docteur Chérifa Onifad, élu à l'URPS, et Marion Bru, directrice du DAC. J'ai utilisé les acronymes cette fois-ci, je n'ai pas tout dit. On va essayer de gagner un petit peu de temps parce qu'il nous reste que 3 minutes et il faut conclure cette émission. Et pour conclure, alors on a évoqué les fragilités des personnes âgées, on a évoqué pas mal de choses. Et pour conclure cette émission, eh bien, j'ai envie de vous demander quels sont les enjeux d'avenir en matière de sensibilisation et de prévention des fragilités.
Pour les enjeux, il y a surtout un enjeu de dépistage, de vraiment la prévention. On est vraiment là pour le coup sur la prévention au maximal. Donc, l'objectif, c'est d'éviter d'arriver à une dépendance importante. Donc, on sait que la population vieillit dans le monde, en France et en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Donc, le dépistage de la fragilité reste important, en fait, dans ce domaine. Après, il y a le domaine, effectivement, du maintien à domicile également. L'objectif, c'est garder le plus possible cette autonomie pour pouvoir avoir un bon maintien à domicile et le plus tard possible jusqu'à la fin de vie si possible. Oui, ça c'est quelque chose qui est visiblement, si je comprends bien, est assez prépondérant, le fait de vieillir à domicile. C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Tout le monde veut mourir chez soi. Et on va être aussi tout à fait lucide. Au vu de la démographie, on n'a pas les ressources aujourd'hui en termes de maisons de retraite, EHPAD, résidences, autonomie, etc. pour accueillir tout le monde. Donc ça veut dire que la place des aidants est prépondérante dans cet écosystème. Ça veut dire qu'il faut un réseau professionnel étayé autour de la personne qui souhaite vieillir à domicile, avec l'enjeu toutefois de garder en alerte les critères de remise en cause du maintien à domicile et ce qui pourrait mettre à mal ce maintien à domicile. On pense aux maladies neurodégénératives, à toutes ces difficultés qui vont entraver la sécurité du patient dans son domicile. Alors j'imagine bien entendu qu'il faut faire très attention quand on est une personne aidante ou quand on est une personne fragilisée. Il faut faire très attention aux organismes qu'on va contacter. Quelles sont les limites des possibilités ? Les limites, c'est effectivement tout ce qu'on pense derrière à tout ce qui est abus de faiblesse. C'est vraiment la capacité de la personne à décider pour elle-même et donc techniquement d'avoir autour d'elle un réseau suffisamment étayé avec des professionnels qui vont pouvoir la guider dans ses choix et l'accompagner sur le volet financier notamment. Et donc la limite, elle serait vraiment sur cette capacité à décider pour soi. Très bien, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie, Dr Chérifa Ounifade, ainsi que Madame Marion Bru, d'être venue dans nos studios. Avec plaisir. Pour évoquer avec nous ces fragilités des personnes âgées. Peut-être qu'on se reverra dans les studios pour parler une nouvelle fois de nos aînés, pourquoi pas. Toujours est-il qu'il est temps pour nous de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de ce magazine Santé et Société. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Merci.